Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer par présenter les recommandations de bonne pratique. Donc, cette présentation, il concerne la conduite à tenir devant la prééclampsie. Pour la définition de la prééclampsie, c'est une association d'une HTA gravidique, une systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et une diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure et une protéinurie supérieure ou égale à 300 mg par 24 heures ou de croix d'albumine, après 20 semaines d'aménorrhée jusqu'à 6 semaines du postpartum. Les données épidémiologiques montrent que la prééclampsie concerne 3 à 5% des grossesses selon les articles. Il représente la deuxième cause de mortalité au niveau national après l'hémorragie du postpartum et la première cause de mortalité maternelle au CHU de Rabat en 2013. Les facteurs de risque sont l'âge de la parturiente, donc les âges extrêmes, inférieurs à 17 ans et supérieurs à 40 ans, la primiparité, donc 5% de prévalence lors de la première grossesse et 0,3% lors des grossesses suivantes, les antécédents de prééclampsie lors des grossesses précédentes, l'hypertension artérielle chronique, le diabète, l'obésité, les maladies auto-immunes, les néphropathies et les facteurs liés à l'environnement. Exemple, le froid et l'altitude. Comment faire le diagnostic? Donc, prise de la tension artérielle au repos à 4 heures d'intervalle, la protéinurie de 24 heures supérieure ou égale à 300 mg, l'albuminurie supérieure ou égale à 2 croix à la bandelette urinaire. Les signes cliniques suivants peuvent être retrouvés: l'œdème des membres inférieurs, les bouffissures de visage et la prise de poids brutale. Quel bilan réaliser en cas de prééclampsie? Donc, le bilan maternel comporte NFS, taux de plaquettes à la recherche d'une anémie et ou d'une thrombopénie, un bilan hépatique à la recherche d'une cytolyse hépatique, un bilan rénal à la recherche d'une insuffisance rénale aiguë, bilan d'hémostase à la recherche d'une coagulation intravasculaire disséminée, un fond d'œil pour chercher des atteintes oculaires et le CG pour rechercher des atteintes cardiaques. Pour le fœtus, donc la courbe de la hauteur utérine et l'échographie obstétricale pour voir la biométrie fœtale, le bien-être fœtal et bien sûr l'RCF pour voir l'état fœtal. Quels sont les signes de gravité de la prééclampsie? Toute prééclampsie apparaissant avant le terme de 20 semaines. Sur le plan clinique, les signes de gravité se manifestent par une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 160 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure, une HTA instable, des signes neurosensoriels, donc céphalée, troubles visuels et acouphènes, des épigastralgies en barre, la dyspnée, les réflexes ostéotendineux vifs, des métrorragies, la contracture utérine, l'œdème généralisé et la prise de poids brutale et la diminution de la diurèse inférieure à 500 ml par 24 heures. Sur le plan biologique, donc on retrouve une protéinurie massive supérieure à 5 g par 24 heures, l'uricémie donc supérieure à 360 mmol par litre, une thrombopénie inférieure à 100 000 par millimètre cube, une anémie inférieure à 10 g par décilitre, des signes de cytolyse hépatique et des signes de CIVD. L'échographie montre un retard de croissance intra-utérin, un oligoamniose, un décollement placentaire et une anomalie du Doppler. L'RCF montre des signes d'asphyxie périnatale. Pour les modalités de prise en charge, traitement et surveillance, la prise en charge dans les maisons d'accouchement. Pour les formes de prééclampsie légère, donc les diagnostics, une pression artérielle diastolique comprise entre 90 et 110 mm de mercure, absence de signes de gravité. Donc le traitement, administration de l'alpha-méthyldopa, 500 mg péros 3 fois par jour, la bétaméthasone pour accélérer la maturité fœtale si grossesse inférieure à 34 à 36 semaines et la référence de la patiente pour la consultation spécialisée.
Pour les formes sévères de prééclampsie, donc le diagnostic, une systolique supérieure ou égale à 160 mm de mercure et ou une diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure et ou un ou plusieurs signes de gravité. Donc traitement, la position de décubitus latéral gauche, la voie veineuse périphérique avec sérum salé, les inhibiteurs calciques, la nifedipine 10 mg ou nicardipine 1 à 6 mg par heure, le sulfate de magnésium et la bétaméthasone si grossesse inférieure à 34 à 36 semaines et le transfert d'urgence de la patiente vers un niveau supérieur. Pour la corticothérapie, donc toujours avant 34 semaines, la bétaméthasone 12 mg par jour en intramusculaire pendant 48 heures. Protocole de sulfate de magnésium. Donc, dose de charge en intraveineux long, donc 4,5 g, soit 3 ampoules de sulfate de magnésium dont 250 cc de sérum salé à 0,9% à passer en 20 à 30 minutes ou on continue par seringue électrique si disponible. Si voie veineuse impossible, en intramusculaire, 4,5 g, soit 3 ampoules de sulfate de magnésium, plus 1 ml de lidocaïne à 2%. La dose d'entretien, 1 à 2 g par heure, soit une ampoule par heure pendant 24 heures. Pour la persistance ou reprise de convulsions, en intraveineux long, 1,5 g, soit une ampoule de sulfate de magnésium à passer en 5 à 10 minutes. Si échec ou contre-indication au sulfate de magnésium, diazépam 10 mg en intraveineux. La surveillance du traitement par sulfate de magnésium. Il convient de surveiller la tension artérielle, les réflexes ostéotendineux, la fréquence respiratoire, la diurèse horaire. Si des signes de surdosage, injectez le gluconate de calcium et l'idocaïne 10 ml à 10% en 10 minutes en intraveineux. Et transfert. Donc, bien noter la dose de sulfate de magnésium dispensée et l'heure de dispensation. Pour la prise en charge à l'hôpital. Diagnostic de la prééclampsie, admission de la femme, évaluer l'état de la femme et du fœtus. Si forme sévère, il faut hospitaliser la patiente. Pour les formes non sévères, mettre la femme au repos, prescrire un traitement antihypertenseur en mono ou bithérapie et une corticothérapie si âge gestationnel inférieur à 34 semaines. Et évaluer l'état de la femme. Si état non stable, hospitaliser la femme. Si état stable, assurer une surveillance en ambulatoire, clinique et biologique une fois par semaine, RCF 2 fois par semaine, et extraire le fœtus à 39 semaines. Donc, hospitaliser et appeler le réanimateur, poser une voie veineuse, assurer un remplissage vasculaire, débuter une bithérapie inhibiteur calcique en bolus et antihypertenseur féroce, prescrire une corticothérapie si grossesse inférieure à 34 semaines et évaluation de la persistance des signes de gravité ou apparition des complications. Sinon, assurer une surveillance en ambulatoire, clinique et biologique une fois par semaine et RCF 2 fois par semaine. Si oui, rechercher des complications, exemple l'HRP, l'éclampsie, l'OAP et la souffrance fœtale, et traiter des éventuelles complications. Rechercher des signes neurosensoriels, HTA sévère non contrôlé, réflexe ostéotendineux vif, prescrire le sulfate de magnésium, évaluer à 30 minutes. Si amélioration clinique, assurer une surveillance en ambulatoire, clinique et biologique une fois par semaine et RCF 2 fois par semaine. Si pas d'amélioration clinique, extraire le fœtus et assurer une surveillance en postpartum. Les complications possibles de la prééclampsie. Donc l'HRP, l'éclampsie, l'asphyxie périnatale, l'OAP et le HELP syndrome. Peut-on prévenir la survenue d'une prééclampsie? Comment? Donc la surveillance de la grossesse à partir de 20 semaines d'aménorrhée,
La prise de la pression artérielle, le bilan biologique, bilan rénal et hépatique et examen clinique, poids, recherche d'œdème. En cas d'apparition d'hypertension artérielle gravidique, référez la patiente dans un centre hospitalier, si possible dans une cellule de grossesse à haut risque, et renforcez la surveillance tous les mois si pression artérielle est contrôlée, toutes les semaines si pression artérielle n'est pas contrôlée, et traitez l'HTA. En cas d'antécédent d'HTA gravidique ou de prééclampsie ou en cas d'existence de facteurs de risque, obésité ou diabète, renforcez la surveillance tous les mois si pression artérielle est contrôlée et toutes les semaines si pression artérielle n'est pas contrôlée. Prescrire du calcium à faible dose, un comprimé de 100 mg par jour, aspirine à faible dose, donc avis divergent. Après 38 semaines d'aménorrhée, définir les modalités d'extraction fœtale. La prise en charge après l'accouchement. Prise en charge de la femme à l'hôpital, la surveillance et le traitement antihypertenseur poursuivi à l'hôpital jusqu'à stabilisation de la pression artérielle en réalisant une surveillance clinique, une surveillance biologique, des consultations spécialisées si besoin, donc cardiologie et néphrologie. En cas de prescription de bromocriptine en cas de décès fœtal, il convient d'adapter les doses car risque d'augmentation de la pression artérielle. Après la sortie de l'hôpital, en fonction de son état tensionnel, la patiente doit être envoyée en consultation dans un centre de santé, dans carnet de santé et fiche de liaison. Prise en charge du nouveau-né. En cas de retard de croissance intra-utérin, donc suivre les recommandations de bonne pratique concernant le nouveau-né de faible poids de naissance. Pour l'allaitement, l'aldomètre ne contre-indique pas l'allaitement maternel. L'allaitement doit être discuté en cas de prescription de nifedipine. Donc la contraception, le type de contraception dépend du type d'HTA. Dans tous les cas, la contraception doit être prescrite par un gynécologue ou un cardiologue en fonction de l'état clinique et biologique de la femme. De façon générale, il convient de prescrire des progestatifs microdosés à partir de 20 jours après l'accouchement. La contraception mécanique ne présente aucune contre-indication. Les oestrogènes sont contre-indiqués en cas de survenue durant la grossesse d'une HTA gravidique ou d'une prééclampsie.